Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous recevons ce soir mademoiselle Sandrine Aude Marmier-Dédé, coordinatrice pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Vous gérez alors la RDC, le Tchad, l'Éthiopie et le Kenya. Vous opérez dans l'humanitaire, dans une ONG qui est présente dans plus de 25 pays aujourd'hui. Vous êtes titulaire d'une licence en droit économique et des affaires à Dakar, d'un master en droit des affaires et gouvernance d'entreprise. Sacré parcours. Puis Merci. d'un second master en gestion de projet. Exactement. D'accord. Sinon, vous préférez qu'on puisse vous voyez, se tutoyer, juste pour être sûr? Tutoyez-moi, s'il vous plaît, ça me va très bien. D'accord, moi, ça me va aussi. Par contre, on est en Nairobi, vous préférez qu'on continue en français, en anglais? On peut faire les deux, mais en français, je pense que ce serait plus simple, peut-être. Yeah, why not? OK, For sure. for sure. D'accord. Sinon, l'objectif de cette interview, c'est de comprendre le quotidien d'une coordinatrice humanitaire OK. déployée sur des zones de crise en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Également explorer comment une formation juridique et managériale peut nourrir et différencier une approche pour la coordination opérationnelle. Ensuite, mettre en lumière le parcours d'une femme très brillante et Merci. centrafricaine, Merci. engagée dans l'humanitaire international basée à Dakar. Et enfin, sensibiliser le public sur l'hygiène, l'accès aux soins, à l'eau. Avec plaisir, On commence? bien sûr. Alors, vous êtes centrafricaine. Enfin, on avait dit qu'on allait se tutoyer. Ouais. Vous allez couper ça. D'accord. Tu es centrafricaine. Mhm. Tu as fait tes premières expériences professionnelles à Bangui et tu coordonnes aujourd'hui depuis Dakar des opérations au Kenya, en Éthiopie, en RDC et au Tchad. Comment est-ce que tu peux résumer ce parcours en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je vais être très synthétique. En 2 mots, je dirais qu'il est atypique et à la fois très sincère. Ah ouais, Oui. Atypique parce que aujourd'hui, je suis travailleur humanitaire. Ce n'est pas ma formation de base. Il y a quelques années, je n'aurais pas dit que j'en ferais aujourd'hui mon métier. C'est pour ça que je dis qu'il est atypique, mais sincère parce que aujourd'hui, ce que je fais, j'ai choisi mon métier. Je l'affectionne particulièrement. J'ai eu beaucoup de remises en question, j'ai eu beaucoup de périodes de doute, j'ai eu beaucoup de changements entre le corporate et l'humanitaire. Il y a un monde. C'est pour j'imagine. ça que je dis qu'il est atypique, mais je pense que se chercher, c'est normal. C'est quelque chose que des fois, je ne veux pas dire qu'on fustige ou qu'on trouve pas logique, mais c'est sincère parce que je pense que chacun a peut-être des remises en question. Aujourd'hui, tous les professionnels ne sont pas forcément diplômés de leur parcours. C'est vrai. Donc, oui, c'est les mots que je choisirais. Oui. D'accord. Atypique et sincère. Atypique et sincère. En tout cas, je sens vraiment que les réponses, elles viennent du cœur. Et puis, tu sais ce qu'on dit, l'important, c'est de faire ce qu'on aime. Exactement, je suis d'accord avec toi. Surtout que tu en fais ton métier. Du coup, je te souhaite beaucoup de courage. Merci, c'est trop gentil. D'accord. Ta formation est quasiment dakaroise. Si je prends à partir du domaine universitaire, une licence en droit, un master en droit des affaires et un autre master en gestion de projet, qu'est-ce qui t'a fait basculer de ce parcours académique vers l'humanitaire? C'est vrai que tu nous as donné quelques petits détails précédemment, mais peux-tu nous en dire plus sur ce qui t'a fait basculer? Ce qui m'a fait basculer, je dirais que pour moi, c'est pas, je le définirais pas comme une rupture. Je dirais que c'est une suite logique. C'est une suite logique parce que bah, d'entrée de jeu, j'ai été très corporate, donc banque, finance, start-up. Ensuite, je pense qu'au moment où il y a eu un peu le switch pour Mhm. moi, c'est quand j'ai géré une partie d'un projet social dans une entreprise qui était à la base commerciale. Donc, j'étais la gestionnaire de programme sur un projet qui était financé par un fonds des Pays-Bas au D'accord. profit de femmes entrepreneurs. Donc, ce sont des femmes, au Sénégal, on les appelle femmes tabliers. C'est des dames qui vendent des légumes, des fois dans les marchés, des fois dans les coins de rue, et qui sont familières au paysage et qui malheureusement travaillent dans des conditions qui sont un peu difficiles parce qu'elles sont obligées de se lever très tôt dans la pénombre, donc voilà, au risque de l'insécurité, des agressions, des vols, ainsi de suite, qui sont obligées d'aller s'approvisionner et revenir. Et mon travail, c'était un petit peu le terme peut être ambitieux, mais de changer, de révolutionner la façon dont elles avaient l'habitude d'opérer. Donc, de les emmener dans un circuit qui était beaucoup plus safe, de les emmener aussi dans un circuit où elles étaient plus légitimes auprès des institutions de finance parce que je travaillais justement parce que je suis juriste de formation, à les
à leur enregistrement par les voies légales, à avoir de l'historique de paiement, de prendre elles-mêmes conscience de leur capacité de financement, Effectivement. d'avoir aussi l'assurance, ce qui, pour elles, l'assurance a changé leur vie parce qu'elles sont, contrairement à ce qu'on pense, très souvent le soutien de leur famille, ou d'aussi bien de leurs enfants que de leurs époux, qui a des fois ont du mal à l'admettre, tout simplement. Et travailler sur ce projet-là, ça m'a permis de mettre le doigt sur ce qui me plaisait vraiment, sur ce qui m'animait vraiment. C'est travailler pour que tout simplement les gens se sentent un peu mieux. D'accord. En gros, c'est ce projet qui t'a donné le déclic. Exactement, c'est ce projet qui m'a donné le déclic. Et quand j'ai eu ce déclic-là, j'ai dû faire un choix difficile, celui de rétro-pédaler, Ah oui, parce que le corporate et l'humanitaire, c'est pas la même chose. Donc, pour apprendre, il faut accepter de redescendre. Donc, j'ai commencé par un poste d'assistanat d'accord. avant d'aujourd'hui, de coordonner des programmes dans des pays différents, tout simplement. D'accord. Et en un mot, est-ce que tu regrettes ton choix? Aucunement. C'est parfait. En, Aucunement. en parlant de ton ONG, dont on ne citera pas le nom pour des raisons de confidentialité, Ok. peux-tu nous en dire un peu plus, notamment sur la mission? Alors, je vais dire que la mission de l'organisation pour laquelle je travaille se recoupe avec la mission de nombre d'organisations, même si après elles vont se spécifier les unes des autres. C'est tout simplement d'apporter du soulagement aux gens qui sont le plus dans le besoin et aussi de leur permettre de gagner en autonomie parce que, au-delà de l'aide ponctuelle qui, des fois, bien sûr, est très importante et soulage à l'instant T, il y a le relèvement, il y a le développement et c'est sur ça que moi je travaille. D'accord. On y retrouve bien ce que définit l'humanitaire. Oui, exactement. D'accord. Dans ton rôle de coordinatrice, tu dois gérer la conformité des bailleurs, la Mmh. contractualisation des partenariats et l'atténuation des risques. En quoi ton background juridique change-t-il concrètement ton approche par rapport à tes collègues? Je dirais que moi, j'aime définir le droit comme une méthode. Contrairement à la lecture que de l'extérieur on peut s'en faire, le droit, c'est une méthode, c'est une façon de penser, c'est une façon de travailler, c'est une rigueur qu'on s'applique et dans tous les aspects qui vont être de contractualisation, de négociation, disons que j'ai une approche qui est différente, pas meilleure des autres, mais qui est juste différente dans le sens où je vais avoir plus de détails dans la contractualisation. Je vais prendre en compte les risques réputationnels. Je vais prendre en compte les risques globaux. D'accord. Juste au-delà de l'opérationnel, tout simplement, je vais avoir une certaine lecture et une appréhension qui va être différente de la continuation post-rupture, parce que c'est D'accord. quelque chose qui peut arriver aussi, de faire attention à ne pas créer des sociétés de fait qui vont être différentes de sociétés de droit. Oui, C'est des détails qui parleront sûrement à ceux qui sont du domaine. forcément. C'est juste différent, pas forcément meilleur, mais juste différent. D'accord. De ce que j'ai compris, en tout cas, ton approche est en même temps logique et minutieuse. J'essaye, j'essaye d'être minutieuse, oui. D'accord. Bon, de ce qu'on voit, les résultats sont là. Du coup, on va dire que c'est la bonne méthode. Merci. C'est la méthode qui jusque-là a fonctionné et comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, donc oui, je la garde. D'accord. Comme quoi, la formation de juriste aussi a ses avantages. Toujours, quelle que soit la situation. C'est la seule chose qui ne se perd pas. Exactement. Le droit international humanitaire est une certification que tu as acquise en parallèle. Mhm. Comment ce cadre guide-t-il tes décisions organisationnelles sur des zones comme la RDC ou le Tchad en Afrique centrale? Alors, cette certification-là, je dirais qu'elle m'apporte beaucoup dans le sens où elle me permet d'avoir une lecture globale du droit. Je suis juriste privatiste de formation. Euh, le droit privé et le droit international humanitaire, c'est un petit peu différent. Donc, ça me permet de connaître le statut spécial de certaines organisations, D'accord. le pourquoi du comment, les règles d'utilisation, par exemple, qui sont claires et définies, du type d'armes, des zones, à prendre en compte l'environnement
qui est tout autour d'une zone qu'on va considérer comme étant de guerre et aussi de comprendre les violations qui sont malheureusement monnaie courante dans les paysages où j'interviens. Et c'est une certaine lecture qui peut servir de base à du plaidoyer pour attirer l'attention. Donc, c'est en ce sens-là, je dirais que cette certification-là m'est bénéfique, ouais. D'accord. Et puis cette certification, tu l'as eu combien de temps environ après avoir intégré ton ONG? Je sais pas, 5 ou 6 mois, si je me trompe pas. Ouais, 5 ou 6 D'accord. mois. D'accord, c'est parfait. Hum, Toujours en parlant de certification et de ton passé de juriste, y a-t-il des tensions entre ce que la rigueur juridique impose et les réalités du terrain? 99% du temps. Quasiment tout le temps. Tout le temps, ouais. Et comment est-ce que tu les arbitres? Écoute, il y a une phrase que l'on affectionne et qu'on se prête souvent dans le domaine, c'est que c'est le terrain qui décide. C'est vrai. On a, on a un travail de planification, on a un travail de lecture. On doit connaître les tensions géopolitiques, géographiques, historiques d'un pays pour planifier une intervention. On doit surtout prendre en compte les us et coutumes des populations, ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ça sert profondément nos tâches, ça sert profondément nos missions, mais c'est une rigueur qui, malheureusement, sur le terrain, ne peut pas être statique. C'est à ce moment-là qu'on va devoir faire confiance à notre capacité à viser, au vu de l'expérience qu'on a, au vu tout simplement du bon sens, au vu de l'instinct. On a une programmation qui est définie. OK, je te donne un exemple. On doit distribuer. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, par exemple. Je dois distribuer dans X plages horaires pendant X nombre de temps. Sauf que il y a les intempéries, Oui, souvent. il y a les tensions, il y a la volatilité sécuritaire, il y a la volatilité climatique qui va faire qu'on est obligé d'aviser, on est obligé de changer, on est obligé de faire les choses plus tôt, plus tard. On a un effort de pédagogie envers nos différents interlocuteurs. C'est, oui, c'est très, très différent, mais avec le temps, je pense qu'on gagne en confiance D'accord. et tout simplement, on fait confiance en notre capacité à aviser. Ouais. D'accord. C'est bien de pouvoir s'adapter, surtout avec les conditions du terrain. Mais est-ce que vous prenez également en compte les potentiels changements ou alors avez-vous une certaine marge d'erreur? Oui, on a une marge d'erreur et c'est je vais dire, c'est une dualité, c'est un combat que personnellement j'ai eu à mener avec moi-même au début. C'est d'accord, j'ai l'habitude de faire les choses de cette manière, j'ai envie d'obtenir tel résultat. Et quand on n'a pas forcément le résultat en face, on peut être déçu. On peut avoir l'intention d'avoir fauté quelque part. C'est vrai. On peut avoir des fois du remords même, parce qu'on se dit qu'on n'a pas atteint 100% de nos objectifs, parce que des fois on a envie de faire les choses avec bienveillance, de prendre le temps, mais concrètement on ne peut pas, donc on doit faire des choix, on doit arbitrer. C'est un combat qu'on mène en interne tous les jours, mais avec lequel on finit par s'habituer et on apprend en fait en toutes circonstances à privilégier l'intérêt du nombre, des fois au détriment de nos process, des fois au détriment de notre personne, des fois au détriment, malheureusement, d'autres personnes. Ah oui, comme quoi le terrain est assez sévère quand il veut. Exactement, malheureusement. D'accord. En tout cas, vraiment de grosses félicitations à vous, un grand courage à tous ceux qui sont dans l'humanitaire, car on ne s'en rend pas toujours compte, mais Mm. c'est tout un travail et pas Effectivement, toujours sur merci. papier. Non, D'accord. malheureusement. Je vois également que vous avez été certifié par Save the Children sur le WASH, qui fait référence à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Mhm. Peux-tu nous en dire un peu plus et également nous dire en quoi l'accès à l'eau est-il encore aujourd'hui un enjeu majeur dans l'humanitaire, surtout en Afrique de l'Est et en Afrique centrale? Alors, l'accès à l'eau, c'est le main topic de beaucoup d'interventions parce que dépendamment des zones et dépendamment des contextes, même dans un autre pays, les besoins en eau et en assainissement sont très variés. On a
dépendamment aussi de l'évolution de chaque pays. On a des pays, je vais prendre le cas des pays d'Afrique de l'Est et du Kenya où on va avoir plus des problèmes d'infrastructure. En soi, on n'est pas toujours dans des situations où on va être en stress hydrique, mais on va avoir plus des problèmes d'infrastructure dans certaines zones, comme les bidonvilles, Oui, où il y a de l'eau, mais il n'y a pas forcément d'infrastructure de connexion. Il n'y a pas forcément d'assainissement. Et le WASH, c'est pas que les infrastructures. Le WASH, c'est aussi la sensibilisation à l'hygiène. Ça reste un sujet qui est d'actualité avec nombre de maladies comme Ebola en ce moment. oui. Il y a aussi un sujet qu'on a malheureusement tendance à occulter, c'est l'hygiène menstruelle pour les femmes, et la précarité menstruelle, malheureusement, c'est un fléau de toutes nos sociétés, dans tous les pays du monde, C'est même si malheureux. on ne s'en rend pas compte. En Afrique centrale, on va avoir plus des problèmes d'infrastructure. On a une différence géographique et topographique aussi qu'il faut prendre en compte. On a des pays qui vont être plus arides, qui vont reposer sur des couches qui sont plus solides, où il va être difficile de forer. Donc, dans certains pays comme le Tchad, on a la possibilité de forer. Dans certaines zones de pays comme la RDC, on va faire plutôt de la captation d'eau parce que on va être dans des zones qui sont plutôt volcaniques et où creuser, ce n'est pas forcément pertinent parce qu'on a des montagnes où on a de l'eau. Il y a aussi, sans vouloir être trop technique et, euh, et ennuyeuse, il y a aussi le pH de l'eau qu'il faut prendre en compte parce que donner de l'eau, c'est bien, mais il faut donner de l'eau propre, sinon Oui, surtout. on fait plutôt le contraire du but à escompter. Donc, ce sont tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte pour avoir des interventions qui sont à chaque fois très pertinentes. D'accord. Là, tu as donné le cas du Tchad et de la RDC. Mhm. Comment ça se passe du côté de l'Afrique de l'Est avec les infrastructures, les modes de distribution et l'acidité de l'eau? L'acidité de l'eau reste un sujet. Pour l'acidité de l'eau, il y a des normes minimales qu'il faut respecter. Ces normes-là sont définies soit localement, soit par l'OMS. D'accord. Et il y a du traitement de l'eau qu'on peut faire. Ça dépend à chaque fois. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est pertinent quand on a des cas d'acidité de l'eau, par exemple, de faire des tests. On va faire des tests physico-chimiques, pardon, D'accord. pour savoir si, avec les techniciens notamment, est-ce qu'on peut régler ce problème-là par de la chloration? Est-ce qu'il faut qu'on aille vers des modes de traitement qui vont être différents, tout simplement? Et dans certains cas, on a de l'eau qui n'est tout simplement pas propre à la consommation. Oh, Ça arrive. J'ai déjà eu le cas de figure au Bénin. Donc, quand cette eau-là, elle n'est pas propre à la consommation, on doit trouver d'autres moyens qui sont des fois plus coûteux, mais qui sont les seuls à être adaptés. En Afrique de l'Est, il y a un sujet dans certaines zones qui va être relatif au coût, parce que certaines zones qui sont éloignées, je pense à la région Somalie en Éthiopie, par exemple, ou alors au comté de Mandera au Kenya, qui d'accord. sont malheureusement des zones qui sont considérées comme sèches. Et pour avoir de l'eau, on a aussi les paramètres de débit de l'eau qu'on doit prendre en compte qui vont faire que les infrastructures dans ces pays-là, elles vont être plus coûteuses. Après, il y a la construction d'infrastructures au Kenya, elle est entre guillemets plus accessible que dans certains pays parce que ben, comme je le disais, les conduites d'eau, l'eau est disponible, en fait. Ce sur quoi on va juste avoir un travail à faire, ça va être avoir de l'assainissement, ça va être faire des raccords pour avoir des points d'eau et qui vont permettre au maximum de personnes d'être desservies parce que la densité de la population aussi est un critère qu'on doit prendre en compte. Chaque ouvrage, selon les normes de l'OMS, doit desservir X nombre de personnes. Si la densité de la population par rapport au point d'eau est trop grande, on va arriver dans ce qu'on appelle le stress hydrique, justement, parce qu'il y a
la nappe, elle est trop sollicitée, il y a le changement climatique qui va faire que les zones sont plus sèches et donc on va avoir moins d'eau disponible. Donc il faut à chaque fois user de subterfuges, laisse-moi utiliser cette expression, Il le pour faut pouvoir, parfois. toucher le maximum de personnes. D'accord. Eh ben, c'est tout un domaine, ça. Effectivement. Donc, si je comprends bien, en Mm. Afrique centrale, le problème se situe sur le fait déjà de trouver de l'eau, que ce soit via les forages ou d'autres procédés, Mm. en plus de l'assainissement. Mhm. Et en Afrique de l'Est, l'avantage, c'est qu'il y a déjà certaines facilités sur la création d'infrastructures. Et quoi d'autre, tu disais? Et les facilités, ça va être dépendamment des régions et des zones. Ah oui, Donc, l'Afrique centrale a des particularités, c'est vrai. L'Afrique de l'Est a aussi les siennes. Au-delà des infrastructures, il y a aussi la disponibilité de l'eau. Il y a la densité de la population qui reste un facteur aussi à prendre en compte. ah oui, il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Et la population, selon déjà tes observations, est Mhm. plus dense en Afrique de l'Est ou en Afrique centrale? Je dirais en Afrique de l'Est, peut-être. La... En Afrique centrale, la population est dense, mais elle est inégalement répartie. C'est vrai. C'est à ce niveau-là qu'il va y avoir, entre guillemets, un petit switch à observer. Et puis, ça dépend des pays et des zones. Quand on prend un pays comme la RDC, c'est un pays qui est très peuplé parce qu'il est aussi très grand, Extrêmement. extrêmement grand, effectivement. Oui. D'accord. Ben, ça fait énormément d'éléments à prendre en compte. C'est ça qui bâtit même toute ton expertise sur le sujet et qui justifie ta certification. Merci. D'accord. Je vois que tu as également structuré des systèmes de distribution multipartenaires et conçu des modèles de consortium WASH ainsi que des moyens de subsistance. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les populations bénéficiaires? J'ai contribué à structurer des modèles. Je ne l'ai pas fait toute seule parce que, comme on dit, deux cerveaux valent toujours mieux qu'un. Et je travaille avec une équipe. Ce que ça change pour les bénéficiaires, pardon, c'est la qualité de l'intervention, la manière dont elle est donnée. Pour les personnes sur le terrain, ça change tout. Euh, un, un sujet qui est important, c'est le respect de la dignité des gens. C'est pas parce qu'on leur vient en aide qu'on va distribuer n'importe comment. Et une chose aussi qui est importante, c'est la prise en compte des besoins et des habitudes alimentaires de tout un chacun. On a souvent tendance à penser qu'on sait mieux que les personnes sur le terrain ce dont elles ont besoin. C'est complètement faux. L'une des choses qui est très importante et qui change la donne et qui va assurer la qualité de l'intervention, c'est l'écoute de, des bénéficiaires, de leurs besoins et aussi le respect de leurs besoins au-delà de ce que nous, on peut penser être juste. Donc, à ce niveau-là, je dirais que c'est ce qui fait la différence pour les bénéficiaires. D'accord. Bravo à toi et à ton équipe, car c'est un point également qu'on ne prend pas toujours en compte. Merci. D'accord. Tu vas également opérer dans des environnements sous forte pression, parfois pendant des moments de conflit, d'instabilité et de contraintes logistiques, on n'en doute pas. Quels sont selon toi les vrais obstacles à une réponse humanitaire efficace au-delà du manque de financement, ce qui peut des fois arriver en cas d'imprévu? Oui. Au-delà du manque de financement, il y a, comme tu l'as dit, la question logistique qui va jouer énormément. En tant que travailleur humanitaire, il y a des pays où on n'est pas les bienvenus, où notre simple présence signifie accepter qu'il y a un problème. Et c'est quelque chose que des fois, et bien souvent, les États ne veulent pas accepter. Donc, à ce niveau-là, on est des fois un peu obligé de dissimuler au péril des fois de notre propre sécurité la raison de notre présence dans certains pays. Il y a des difficultés logistiques d'acheminement. Une chose est réelle, c'est que l'Afrique, et même au-delà de ça, a des réalités logistiques qui sont parfois déroutantes. On a des fois du mal à acheminer d'un pays à un autre l'aide. Si je prends un exemple, sans politiser mon exemple de l'enclave de Gaza, c'est des fois très difficile parce qu'on a des couloirs humanitaires qui s'ouvrent et se ferment. Euh, C'est
Et des fois, malheureusement, on a des populations qui sont asphyxiées. Et même quand on a les budgets, on n'a pas forcément la possibilité d'intervenir. Au-delà de ça, il y a des problèmes que je vais qualifier d'administratifs. Il faut des autorisations, quelle que soit la pureté de notre intention, pour intervenir dans un pays. C'est une contrainte qui, des fois, prend du temps. Et quand, comme tu l'as dit, quand on est dans un contexte d'urgence, chaque jour compte. Au-delà de ça, il y a la corruption, qui est un sujet qui n'est pas agréable à aborder. Effectivement. Mais des fois, on est obligé et on est confronté à des phénomènes de corruption. Et il y a tout simplement des États ou bien des dirigeants, même à titre personnel, qui ont des postures qui peuvent paraître aberrantes dans des situations. C'est vrai. Comme quoi, dans l'humanitaire, les seuls obstacles ne sont pas une logistique parfois bancale et le manque de financement. Ça fait beaucoup quand même. Comme dans tous les aspects de la vie, il y a beaucoup de choses à gérer. Exactement. Parlons maintenant de la question de la dépendance des ONG vis-à-vis des bailleurs occidentaux. Toi qui gères cette conformité de l'intérieur, qui contribue à gérer cette conformité de l'intérieur, penses-tu que les exigences des bailleurs correspondent réellement aux réalités de terrain ou est-ce qu'il y a un décalage littéralement structurel? Elles correspondent des fois oui, des fois non. Ça va dépendre du contexte, du pays. Ça va dépendre aussi du type de projet. Quand on a de la réponse d'urgence, on a parfois à intervenir dans des zones qui ne sont plus bancarisées du tout, où il n'y a plus de banque et où les questions de conformité financière sont difficiles à traiter parce qu'on fait face à des fournisseurs qui malheureusement ont peur pour leur vie, ont peur de la volatilité de la situation et qui n'acceptent pas autre chose que les espèces sonnantes et trébuchantes. Et ce sont Oula, des choses qui, en termes de conformité, sont difficiles à gérer parce qu'on n'a pas la même traçabilité, on va dire, avec de l'usage de cash qu'avec un virement bancaire, qu'avec un chèque ou même une transaction mobile money, tout simplement. Donc, ça reste quelque chose qui est difficile à gérer. Après, au-delà de ça, on a des fois on a des contraintes comment je vais le dire? On a des contraintes administratives dans le sens où on apporte des fois de l'aide dans des zones qui sont tellement reculées que les gens n'ont pas toujours des pièces d'identité, ne sont pas toujours, enregistrés. Et ça pose des questions de conformité aussi à ce niveau-là. Mais aussi, c'est là où va intervenir toute la subtilité, c'est de trouver des subterfuges de conformité pour pouvoir pallier à ce problème-là. d'accord. Penses-tu qu'il y ait de potentielles solutions au moins pour augmenter le taux de conformité en dépit de toutes ces contraintes? Oui, il y a des pistes de solutions. On a tout simplement, tout bêtement, l'usage de déclarations sur l'honneur que les partenaires opérationnels, dépendamment du type de fonctionnement de l'organisation, peuvent utiliser. On a ensuite l'émargement par Oui, les bénéficiaires. On a aussi les éléments de traçabilité visuelle. Donc, on va prendre des photos, on va prendre des vidéos qui vont nous permettre de prouver que ça a été bien acheminé d'un point A à un point B. Ensuite, on peut utiliser des GPS quand la connexion Internet nous le permet. C'est pas toujours le cas. c'est vrai. Donc, ça reste aussi des petits éléments qui, bout à bout, on peut utiliser pour, entre guillemets, essayer d'arrondir les angles dans ces contextes-là. C'est vrai que résumé comme ça, ce sont des techniques simples qui marchent. Mais Qu'en qui est-il? doivent être acceptés. Et c'est pas toujours Tout- le cas. Ouais. C'est vrai. On va dire que le domaine de la conformité est un peu plus vaste que ce à quoi on s'imagine, Mhm. surtout dans les administrations et dans les ONG, Oui. vu que les coûts doivent être justifiés, j'imagine. Exactement. Et des fois, on a affaire à des gens qui ne connaissent pas les réalités du terrain comme nous, on les connaît, qui ne sont pas, qui sont derrière un bureau et qui ne peuvent pas imaginer que ça puisse être comme ça un jour dans un pays. Donc, ça reste quelque chose
qui peut être compliqué. Après, c'est à nous d'expliquer, de montrer, de prouver que c'est pas qu'on refuse, mais c'est juste qu'on n'a pas trop le choix. C'est vrai. Donc, que peux-tu dire vis-à-vis de la dépendance aux bailleurs occidentaux? La dépendance aux bailleurs occidentaux reste au goût du jour. C'est un réel sujet, notamment récemment avec la fermeture de l'USAID qui a bouleversé le paysage humanitaire mondial, car ça représentait à peu près 40% de l'aide mondiale. 40. 40%, oui. Donc, ça fait qu'il y a il y a beaucoup d'agences tout simplement qui ont été fermées et le paysage en général en a pâti, que ce soit du point de vue opérationnel, du point de vue data, tout simplement parce qu'il y avait une agence américaine qui collectait et qui agrégeait toutes les données et c'est sur la base de ces données-là que nombre d'opérations étaient menées. Donc, le fait de ne plus avoir ces données-là, ça a bouleversé les choses. Après, aujourd'hui, on part et on est en train de tendre vers une modification structurelle de la manière de financer. On a l'émergence d'autres nouvelles puissances, laisse-moi utiliser ce terme-là. Oui. Donc, certains pays d'Asie, pas forcément les pays d'Asie du Sud, mais plutôt les pays d'Asie du Nord. Et aussi, tout simplement, je pense qu'on est en train on est en train de voir aussi une modification et une réorganisation de la gestion des coûts. On va dire qu'on va partir malheureusement plus vers l'essentiel. On a beaucoup de systèmes qui en pâtissent. Après, aujourd'hui, on n'a pas encore forcément de réponse toute faite à cette problématique-là. Mais aujourd'hui, on va plus partir vers des projets qui vont être, in fine, après la période d'implémentation, autofinancés. D'accord. Donc, on va éviter de réinjecter ad vitam aeternam dans les projets. On va repenser la façon de concevoir les projets justement pour pallier à ce problème-là. Ah oui, il le faut car l'arrêt de l'USAID qui constituait 40% de financement a également causé une grande dépendance des ONG aux bailleurs occidentaux, comme tu l'as expliqué. On croise les doigts pour que cela puisse Changer. changer et se corriger. On On croise les croise doigts. vraiment les doigts. D'accord. Maintenant, revenons-en au point important, la Centrafrique, car tu es avant tout centrafricain. Exactement. Alors, la RCA reste l'un des pays les plus fragiles du monde sur le plan humanitaire, on ne va pas se le cacher. Ouais. Ton ONG compte-t-elle y parvenir? Si oui ou non, pourquoi? Alors, c'est une question un peu difficile à répondre, justement parce que je suis centrafricaine. L'organisation pour laquelle je travaille aujourd'hui intervenait, de par le passé, en Centrafrique et a arrêté d'intervenir à cause des partenaires locaux centrafricains. Parce qu'on a manqué de transparence, parce qu'il y a eu un détournement de l'aide, parce que je suis la première centrafricaine de cette organisation-là. Et avant, il n'y avait pas, on va dire, cette connaissance du pays. Et malheureusement, cette personne-là a biaisé les choses parce que le manque de transparence a fait que ça a été arrêté tout simplement. Donc aujourd'hui, dans la façon de fonctionner, comme tu l'as dit, moi je gère les interventions dans les pays, mais à distance. Donc on va s'appuyer sur des partenaires d'implémentation qui sont locaux. Et quand on n'a pas de partenaires d'implémentation locaux qui sont fiables, malheureusement, les interventions ne peuvent pas être faites. C'est vrai, c'est parfaitement logique. Et c'est même dommage, vu que ton organisation intervenait déjà en Centrafrique par le passé, mais que du fait du manque de transparence et d'autres facteurs dont on ne parlera pas souvent, que ce soit arrêté. Penses-tu qu'il y ait quand même un espoir ou que ce soit à nouveau jouable dans quelques années? Aujourd'hui, je ne peux pas dire oui ou non parce que malheureusement, la décision ne me revient pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. Est-ce qu'à titre personnel, j'aimerais? Oui, bien sûr. J'aimerais. Maintenant, d'un autre côté, je ne sais pas si je suis la personne faite pour ça. Parce que je ne sais pas si
parce que c'est mon pays, j'aurais la même rigueur. Peut-être que je l'aurais même trop. Peut-être que je ne serais pas juste la bonne personne pour le faire à ce moment-là. Mais est-ce que c'est un désir de ma part? Oui, exactement. Beaucoup, oui. Oui. Bon, sur ça aussi, on va croiser les doigts. Continuons de croiser les doigts. D'accord, mais que ce soit dans le domaine humanitaire ou ailleurs, il faudrait vraiment miser sur la conformité dont on parlait un peu plus tôt, également la transparence pour pouvoir conduire des projets. Car on le voit aujourd'hui, ton ONG intervient, enfin, via ton ONG, tu interviens en Afrique de l'Est et en Afrique centrale sur des domaines assez clés, que ce soit l'eau, la distribution, l'assainissement et l'hygiène. C'est vraiment dommage que l'RCN ne puisse pas en profiter pour des problèmes aussi... Bon, je préfère ne pas dire les termes. Oui, c'est dommage, effectivement. D'accord. Pour aller plus en détail, depuis ta position de coordinatrice pays, surtout formée en droit et basée à Dakar, quel regard portes-tu sur la situation de la Centrafrique et sur les réponses apportées par la communauté internationale? Alors, c'est une question qui est pertinente et à la fois difficile d'y répondre parce que je ne pense pas être la voix autorisée pour m'exprimer sur ce sujet. D'une manière générale, et contrairement à ce que l'on pense, les organisations n'ont pas foi à régler les problèmes systémiques des pays. Ça, c'est la responsabilité des États. C'est la responsabilité des populations. Alors, est-ce que l'aide humanitaire internationale a une carte à jouer? Oui. Et on le souhaite qu'elle la joue pleinement. Est-ce que les États ont une carte à jouer? Oui, clairement. Est-ce que les populations ont une carte à jouer? Je pense que c'est la plus grosse carte du jeu à abattre. Alors aujourd'hui, si tu veux, dans le domaine humanitaire, on va partir d'une dichotomie de base qui est très simple. On a la réponse d'urgence et on va avoir les projets qui sont dits de développement. La réponse d'urgence a vocation à apporter une solution ponctuelle à une situation à l'instant T, à apporter un soulagement ponctuel à l'instant T. Dans le cadre de la Centrafrique, je pense, sans me tromper, que c'est la majorité de ce qui est apporté. Parce qu'on a des problèmes de tension alimentaire, on a de la volatilité en termes sécuritaires, on a un problème qui est lié à l'accès à l'eau et à l'assainissement. Maintenant, on va avoir des projets qui vont être qualifiés de développement. Donc, pour te donner un exemple, ce sont tous les projets qu'on va qualifier d'AGR, par exemple, d'activités génératrices de revenus, qui vont permettre aux populations de se relever plus durablement. Ouais. Et ces projets-là, malheureusement, ça prend du temps pour les implémenter sur le terrain. Et dans le contexte particulier de la Centrafrique, la volatilité sécuritaire reste un enjeu majeur en plus de nombre d'enjeux qu'on ne va pas forcément citer nous-mêmes. Exactement. Oui. En gros, il ne s'agit pas que de l'aide humanitaire internationale, il s'agit également des États. Exactement. Et également des potentialités locales. Surtout. Ouais. Ça résume tout. Oui. D'accord. Enfin, as-tu un message particulier que tu aimerais adresser aux jeunes centrafricains, africains de l'Ouest, de l'Est ou du Centre, exemple, soit du Tchad, de la RDC, bref, tous ceux qui nous suivent, as-tu un message à leur adresser pour ceux qui hésitent encore à s'engager dans l'humanitaire ou alors à croire que leur formation, quel que soit le domaine, peut leur servir pour une cause plus grande qu'eux, comme ça a été ton cas? J'aime bien dire que on fait de l'humanitaire par sacerdoce. C'est quelque chose qui est difficile pour nous-mêmes. Des fois, on est obligé de courir, pas au sens figuré, vraiment au sens propre, pour se sortir de situations. Des fois, on fait face à l'agressivité des personnes qu'on est initialement venu aider, tout simplement parce que ce sont des gens qui sont dans un stress, qui ont peur de manquer, qui ont peur de ne pas avoir. On est aussi dans une posture où on est émotionnellement très sollicité parce qu'on a en face de nous des gens qui nous donnent beaucoup d'amour et
malheureusement, des fois, on peut être tenté de prendre leur peine aussi. Je pense que c'est un sacerdoce parce qu'il faut l'aimer profondément. Je sais que de l'extérieur, on a souvent tendance à penser que c'est quelque chose qui financièrement est très intéressant. Ce n'est pas toujours le cas. Et je pense honnêtement que quand on fait ce qu'on aime, on a foi en nous, on a foi en ce qu'on a choisi de faire. Et quand on a la foi, on marche par la foi et pas par la vue. C'est vrai, c'est très profond. C'est extrêmement pertinent et je pense que beaucoup pourront s'y retrouver. Je l'espère. Vous, la première, vous vous y êtes retrouvée. Oui. Et aujourd'hui, vous maîtrisez votre domaine. J'essaye, je continue de travailler dessus, oui. Exactement, mais quand même, vous avez gravi les échelons d'assistante à coordinatrice pays. Ceux du monde professionnel savent que ce n'est pas un poste qui s'obtient juste en claquant des doigts. Surtout avec tous les enjeux qui vont avec. Je suis personnellement très fier de vous. Merci beaucoup. Que ce soit en tant que jeune femme, en tant que centrafricaine et en tant qu'africaine également. Merci beaucoup. Je vous remercie pour avoir pris le temps de vous rendre disponible. C'est moi. Surtout que nous sommes tous les deux à l'autre bout de l'Afrique. Effectivement. Oui, sacrée circonstance quand même. En tout cas, encore merci pour tout. J'espère qu'on se reverra encore très bientôt, que ce soit ici, à Dakar ou quelque part ailleurs, et qu'on aura à nouveau l'occasion de parler d'humanitaire et de certaines conditions en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest ou même ailleurs. Qui sait, vous pourrez peut-être encore gérer l'Afrique de l'Ouest. Qui sait? Vu que vous y êtes. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous, ça a été un plaisir. Je vous en prie, l'honneur est pour nous. Merci. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Nous arrivons à la fin de l'interview et n'oubliez surtout pas que votre regard peut changer le monde.